Bonjour chers clients, clientes et partenaires, bienvenue à ce balado qui porte aujourd'hui sur la crypto-monnaie. Nous vous avons posé la question quel sujet que vous aimeriez que l'on traite et ceci était un des sujets qui est revenu. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Stéphane Dallaire, conseiller principal chez Valeurs Mobilières Desjardins, sur le sujet. Stéphane connaît très bien le sujet de la crypto-monnaie. Alors, nous allons avoir une discussion sur le Bitcoin, l'Ethereum, le NFT. Alors, on en entend beaucoup parler. Ça existe, en fait, le Bitcoin existe depuis 2009, mais vraiment depuis la dernière année et un peu avant, on entend énormément parler. Alors, comment ça fonctionne? On a plusieurs questions à poser. Alors, Stéphane, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Annick. Donc, première question, je pense que on va y aller de façon plus générale. Stéphane, pourrais-tu nous dresser un portrait général sur la crypto-monnaie? Merci beaucoup. Oui, je vais y aller de façon générale, Annick, parce que c'est quand même un sujet qui peut sembler relativement complexe là, au premier abord. Donc, on va y aller, puis je vais essayer d'être assez générique aussi, de pas trop rentrer dans le détail, mais n'hésite surtout pas là, si tu veux qu'on précise là, certains éléments. Donc, on parle souvent de crypto-monnaie. Il y a le terme monnaie, je pense, qui vient brouiller les cartes beaucoup là, au niveau de la terminologie, parce que ça n'a pas de cours légal, donc on s'entend que le terme crypto-monnaie, moi personnellement, je préfère parler souvent de crypto-actif, donc d'un actif qui est 100% numérique. Les crypto-monnaies, il faut savoir qu'il y en a plus de 5000 qui existent et il en apparaît de nouvelles à chaque jour. Et c'est pas régulé, donc il n'y a pas d'office des crypto-monnaies qui existent au Canada, aux États-Unis ou sur la planète. Donc, n'importe qui peut créer sa propre crypto-monnaie. À la base, c'est du code informatique. On peut s'inspirer d'une crypto-monnaie qui est existante. On pourrait prendre, par exemple, le Bitcoin et décider de faire une petite variante et appeler ça Bitcoin 1, 2, 3. Donc, c'est quand même, dont un certain zoo dans le domaine de la crypto-monnaie, mais on va parler tantôt là, plus en détail peut-être là, du Bitcoin, puis on va voir qu'il y a quand même beaucoup de sérieux là, par rapport à cette crypto-monnaie. Puis quand on regarde l'utilisation, Annick, on se rend compte que on n'a pas affaire à un phénomène qui est régional ni dans un pays. Là, on est vraiment à travers la planète. Et, on a des pays, des fois, qui ressortent dans l'utilisation des crypto-monnaies qu'on n'a peut-être pas nécessairement l'habitude d'entendre à la tête d'un palmarès. Donc, on va penser au Nigeria, on va penser au Vietnam, les Philippines, la Suisse, là, quand même, qui utilise beaucoup. Donc, si j'essayais de résumer peut-être au niveau mondial l'utilisation des crypto-monnaies, je dirais qu'il y a une grosse portion d'utilisation de la crypto-monnaie qui est en Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine également. Puis, je dirais plus récemment, on a vu beaucoup d'utilisation par les investisseurs individuels et institutionnels en Amérique du Nord, donc États-Unis principalement. Crypto-monnaie, ça représente quand même, puis c'est quand même un chiffre qui a évolué beaucoup là, dans la dernière année, 1,7 trillion de dollars américains. Donc, la capitalisation totale de toute cette crypto-monnaie-là, 1,7 trillion. Donc, on s'entend qu'on est loin d'un phénomène, je dirais, là, qu'on peut prendre à la légère. Bitcoin représente 60% de ce 1,7 trillion. Donc, c'est, comme tu le disais en introduction, pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Ethereum, 12%. Puis après ça, c'est là, quand je vous disais qu'il y en a plus de 5000 qui existent, c'est là qu'on va retrouver là, les crypto-monnaies, donc avec diverses utilisations, diverses particularités. On a Dogecoin, que vous connaissez peut-être, là, l'image d'un chien Shiba Inu. Donc, c'est une crypto-monnaie qui a été créée en 2013, un peu comme, pour faire une blague, en fait, là, le développeur voulait montrer comment c'était simple de créer une crypto-monnaie et d'attirer des capitaux. Et au moment où on se parle, il y a 7 milliards de capitalisation dans Dogecoin. Donc, c'est pour montrer comment, des fois, quand
on combine Internet et donc le bassin d'utilisateurs sur la planète. Là, on peut quand même faire grandir des phénomènes comme ça. Donc, je dirais aussi, là, dans mon portrait global de la chose, c'est que c'est un sujet qui est quand même de plus en plus pris au sérieux par les institutions financières traditionnelles qui s'y intéressent. Et on a vu aussi des gens qui avaient pris position de façon très arrêtée antérieurement, là, qui avaient dit, bon, ben ça, c'est les crypto-monnaies, ça va disparaître, c'est comme les tulipes, donc c'est un boom incroyable qui va s'effondrer également de façon incroyable, qui maintenant, certains prennent des positions un petit peu plus tempérées, puis bon, commencent à analyser un petit peu le phénomène. Si j'avais à caractériser 2020, je dirais que là, ça a été le moment où on a vu des institutions, donc l'adoption là, au niveau des institutions qui a, je dirais, là, qui a commencé, là, contrairement à ce qu'on n'avait pas vu en 2019 auparavant. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, ce qui est passionnant au niveau des crypto-monnaies, c'est qu'on a vraiment la fusion entre tout le domaine financier monétaire, donc l'énergie monétaire, donc l'énergie de la masse monétaire qu'on a d'un côté, et tout l'aspect technologique, l'aspect de l'Internet. On sait comment Internet a révolutionné nos vies, qui vient finalement catalyser tout ça. Puis, c'est un phénomène qui est mondial, donc qui prend de l'ampleur là, selon les réalités qu'on vit dans certains pays. Puis, comme je le disais tantôt, autant dans ce que j'appellerais les économies émergentes que dans des pays industrialisés, Canada, États-Unis. Donc, très, très, très intéressant. Puis, je dirais, c'est un sujet, je pense, qui peut être extrêmement pertinent à creuser. Très intéressant. Merci, merci beaucoup, Stéphane. En fait, si on va un petit peu plus en détail, si tu pouvais nous expliquer concrètement, c'est quoi le Bitcoin? Je vais essayer de le faire parce que c'est quand même... Bitcoin, des fois, peut paraître très, très simple, mais on a des gens qui l'étudient depuis des années ou qui étudient du moins ses implications, qui en découvrent à tous les jours. Donc, Bitcoin, on va commencer, c'est pas juste une monnaie en tant que telle, c'est vraiment aussi un réseau. Donc, c'est un réseau d'échange de monnaies virtuelles où l'ensemble des informations sur les transactions de Bitcoin, donc monsieur a envoyé à monsieur X jusqu'à monsieur Y qui a fait une transaction, tout ça est décentralisé. Donc, le registre des transactions est décentralisé avec une technologie que Bitcoin a introduite et qui est très populaire aujourd'hui, qu'on appelle en anglais la blockchain ou la chaîne de blocs. Donc, on va en parler de la blockchain parce que c'est une révolution. En fait, quand Bitcoin est arrivé, cette technologie-là a fait quand même beaucoup de bruit, puis a été repris également là, à certains égards. Donc, finalement, le réseau Bitcoin va générer des blocs qui contiennent l'ensemble des transactions qui ont été accomplies sur le réseau à l'échelle planétaire. Donc, un nouveau bloc à chaque 10 minutes, grosso modo. On va faire ça simple. Donc, chaque 10 minutes, à travers la planète, il y a un réseau d'ordinateurs qui calcule et qui fait des calculs mathématiques. Là, on va y revenir. Et chacune des transactions va être amalgamée. Et tout ça pour fitter dans un bloc, donc un bloc de transactions, qui peut contenir là, des milliers, des centaines de milliers de transactions. Et ce bloc-là va être connecté avec une formule mathématique au bloc précédent. Donc, on peut s'imaginer qu'à chaque 10 minutes, on a toute une séquence de transactions qui est inscrite au niveau de la chaîne de blocs du Bitcoin et qui se lie au bloc précédent. Et il se lie d'une façon extrêmement sécuritaire, donc en utilisant des fonctions de cryptographie. Et c'est ce qui assure aussi une portion de sa sécurité. C'est le fait, premièrement, que les transactions Bitcoin sont irréversibles. Donc, une fois qu'elles sont inscrites dans la chaîne de blocs, je ne peux pas venir changer une transaction puis dire, par exemple, non, moi,
j'ai pas envoyé 2 bitcoins à mon ami, j'en ai envoyé seulement un seul, donc il m'en reste plus. Donc, pour changer le réseau Bitcoin, il faut que le réseau arrive à un consensus. Donc, à travers la planète, on a des dizaines de milliers d'ordinateurs qui exécutent le code informatique du Bitcoin, le code qui est le même pour toutes les personnes, et qui vont calculer les transactions. Et la récompense pour ces ordinateurs-là de calculer la transaction puis d'assurer la sécurité du réseau Bitcoin, eh bien, c'est de recevoir les nouveaux Bitcoins. Donc, des fois, on se pose la question, mais de quelle façon on crée des Bitcoins? Ben, on va les créer avec une fonction qu'on appelle le minage. Donc, si on le compare un petit peu à l'or, ben, au même titre qu'on va venir miner la terre et extraire la terre, on va extraire des fragments d'or de la terre, ben, les mineurs, donc le réseau informatique global Bitcoin qui traite chacune des transactions et qui en assure la sécurité, donc qui protège l'intégrité de cette chaîne de blocs-là, à chaque 10 minutes, ben, va recevoir une récompense. Donc, l'ordinateur ou le groupe d'ordinateurs le plus rapide à trouver le nouveau bloc va recevoir la récompense de Bitcoin. Cette récompense-là, elle varie dans le temps. Donc, depuis la création du réseau Bitcoin, on s'assure finalement que la récompense s'en va en diminuant. Donc, depuis le mois de mai 2020, les mineurs qui trouvent les nouveaux blocs vont recevoir, grosso modo, 6,25 bitcoins lorsqu'ils sont les premiers. Donc, les nouveaux bitcoins sont créés par le réseau d'une façon totalement transparente. Ils sont attribués aux mineurs, puis là, le mineur, lui, l'ordinateur ou le groupe, la corporation qui fait fonctionner le réseau Bitcoin peut décider de les garder ou de les revendre. Donc, il y a là un fonctionnement totalement transparent. Et on entend souvent parler que le nombre maximal de Bitcoin a été fixé également. Donc, le nombre magique qui est de 21 millions. Donc, c'est ce qui donne, puis on pourra en parler davantage, mais c'est ce qui donne aussi au Bitcoin un certain attrait ou une certaine valeur, là, si on peut dire, c'est que son nombre maximal a été fixé d'avance. Une autre particularité, si on veut, là, de Bitcoin, c'est que... Mais je veux juste comprendre, je m'excuse, Stéphane. Donc, le nombre maximal d'unités a été fixé à 21 millions et je comprends qu'il y en a actuellement déjà 18,5 millions qui ont été produits. Oui, effectivement. Oui, à peu près, oui. Ce qui veut dire qu'on va atteindre bientôt le plafond du nombre maximal d'unités. Effectivement. Donc, actuellement, à 6,25 bitcoins par bloc. Donc, un bloc est produit par le réseau à peu près à chaque 10 minutes. Ça nous donne 900 bitcoins qui sont créés par jour au rythme actuel. Donc, d'ici un petit peu moins de 3 ans environ, ben, ce nombre-là va diminuer de moitié. Donc, au lieu d'en recevoir 6,25, on va en recevoir 3,125, donc la moitié. Il va se diviser en deux comme ça, grosso modo, à peu près tous les 4 ans. Donc, Annick, d'ici 2030, on peut dire, grosso modo, là, que pratiquement 99% des bitcoins qui vont être créés, mais là, le nombre résiduel, la vitesse de production va continuer de se diviser en deux. Donc, autour de 2099, 2100, on aura normalement 100% des bitcoins qui vont avoir été créés. Donc, les mineurs, le réseau informatique là, qui assure la solidité des bitcoins, ne recevront plus de nouveaux bitcoins en récompense. C'est plutôt à ce moment-là les frais de transaction qui vont servir de revenus pour le réseau informatique dans sa globalité. Maintenant, une question. Pourquoi créer
un actif, tu ne veux pas appeler ça une monnaie, donc on va appeler ça un actif. Pourquoi créer un actif décentralisé? Est-ce que ce Ben, serait, parce que ce que j'entends aussi, Stéphane, c'est que ça a été créé notamment pour des transactions illicites, pour bon, le blanchiment d'argent ou autre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est la raison derrière ça? la principale raison pour la décentralisation, c'est d'assurer un accès juste et équitable, puis une sécurité au réseau Bitcoin dans lequel on n'a pas de tierce partie. Donc, fondamentalement, la philosophie en arrière de Bitcoin, c'est de dire, ben, on va bâtir les fondations d'un système financier dans lequel il n'y a pas d'entité centrale qui va être roi et maître du registre de transactions, comme c'est le cas dans une banque actuellement. Il y a un grand livre, un registre de transactions, et la banque ou la caisse détermine effectivement, voici les soldes, voici qui possède quoi. Donc, au niveau du réseau Bitcoin, il est décentralisé. Donc, la copie du grand livre ou la copie du registre de transactions est stockée dans cette fameuse chaîne de blocs-là que j'ai expliqué tout à l'heure. Et cette chaîne de blocs-là, elle est répliquée sur des centaines de milliers d'ordinateurs sur la planète qui peuvent être exécutés par monsieur, madame, tout le monde ou par des corporations qui sont dans la business là, de faire du minage de Bitcoin. Donc, la décentralisation va vraiment assurer la solidité, la résilience du réseau Bitcoin parce que, prenons par exemple, si on perdait, par exemple, tout le réseau Bitcoin qui est localisé aux États-Unis, je ne sais pas, à cause d'une panne incroyable d'électricité, ben avec tout ce qui se fait en Afrique, en Chine, au Canada, le réseau continuerait à fonctionner. La décentralisation aussi, elle amène une perte de contrôle si on la compare au système financier traditionnel, c'est clair. Donc, on a souvent associé le réseau Bitcoin à dire que c'est un réseau obscur dans lequel il y a des transactions illicites, dans lequel il y a du blanchiment d'argent. C'est vrai qu'il y en a eu, comme il y en a dans le système financier traditionnel. Donc, il y a du trafic d'armes ou du trafic de drogue qui se fait avec des bons vieux dollars. Il y en a, il y a du trafic ou du marchandage qui se fait avec des crypto-monnaies. Pas nécessairement le Bitcoin, mais on parlait tantôt du nombre de crypto-monnaies. Maintenant, la beauté de la chaîne de blocs, c'est qu'elle est totalement transparente et accessible par quiconque. Donc, les forces de l'ordre ont développé depuis les dernières années des outils d'investigation au niveau de cette chaîne de blocs-là pour venir suivre à la trace le cheminement de la monnaie. Donc, il est beaucoup plus facile d'investiguer puis de suivre des transactions qui ont été exécutées sur un réseau comme le Bitcoin, parce que la chaîne de blocs, elle est accessible depuis sa création en 2009 jusqu'à maintenant, là, en temps réel. On peut voir le cheminement de tous les Bitcoins qui ont été créés, comment ils se sont divisés et comment ils ont été transférés. Donc, il y a des firmes qui analysent actuellement le volume illicite qui circule sur le Bitcoin et on dit que dans la dernière année, les sommes d'argent reliées à des activités illicites représentent moins de 1% de toutes les transactions qui sont faites sur le réseau Bitcoin. Donc, je pense que c'est un mythe qui est persistant. Moi, j'aime le voir du bon côté, c'est que ça amène, encore une fois, une transparence, ça amène des capacités d'investigation qui sont de plus en plus faciles pour les forces de l'ordre. Très intéressant. Maintenant, si on veut acheter, on trouve ça intéressant, puis on dit, bon, je veux rentrer là-dedans. Comment ça fonctionne? Comment j'achète des bitcoins? Comment je les vends? Je les store comment? Comment ça fonctionne, Stéphane? Très bonne question et c'est
bien différent de la monnaie traditionnelle. Donc, c'est certain que on ne se présente pas dans un guichet automatique d'une banque ou d'une caisse où on n'arrive pas dans une succursale pour demander des crypto-monnaies. Donc, actuellement, la crypto-monnaie va être disponible, là, va être vendue, si on veut, là, par des entreprises de services monétaires là, au Canada. Là, donc, l'équivalent des bureaux de change, là, entre autres, là, où on peut aller chercher là, de l'argent puis faire des transactions. Donc, il y a plusieurs firmes là, qui existent là, sur Internet là, qui vont permettre aux gens de se créer un profil. Donc, maintenant, au Canada, pour acheter de la crypto-monnaie, et Bitcoin est probablement celle qui est la plus populaire. L'ouverture de compte là, va être faite en bonne et due forme. Donc, on va s'assurer de l'identité de la personne. On va valider son identité avec des permis de conduire, passeport. On peut même aller, lorsque les gens achètent beaucoup de crypto-monnaies, jusqu'à s'assurer de la provenance des fonds. Donc, comme on le fait avec l'argent, le gouvernement a implanté là, des mesures strictes pour, je dirais, la vérification de l'identité des gens qui veulent acheter de la crypto-monnaie. Maintenant, il n'y a rien de physique dans de la crypto-monnaie, donc c'est l'équivalent d'un porte-monnaie électronique là, qu'il me faut pour pouvoir stocker ma crypto-monnaie. Ce porte-monnaie électronique-là, il y a différentes options qui sont possibles, allant du plus décentralisé que je pourrais avoir sur une clé déconnectée à la maison jusqu'à quelque chose qui pourrait être sur mon téléphone intelligent, jusqu'à un site web qui pourrait m'offrir de stocker pour moi les bitcoins. Donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les puristes vous diront que les bitcoins pour être sécuritaires ou la crypto-monnaie pour être sécuritaire, elle doit être stockée sur ce qu'on appelle du cold storage, donc déconnecté d'Internet. Donc, il y a toute une variation, là, si on veut, là, dans les différents porte-monnaies électroniques. Et comment ça fonctionne? C'est que lorsque je me crée un porte-monnaie électronique, ben ni plus ni moins, j'obtiens une adresse là, sur le réseau global Bitcoin. Et là, lorsque je fais l'achat, ben je vais recevoir une portion. Hein, le Bitcoin, je ne me rappelle plus si je l'ai mentionné tantôt, mais c'est une unité quand même qui se divise par 100 millions. Donc, pas besoin d'y aller toujours d'en acheter 1, 2 ou 3. On peut en acheter 8 millièmes de Bitcoin sans problème, là, selon le taux de change en vigueur. Donc, à cette adresse-là, qui est l'équivalent d'une adresse email, mais une adresse beaucoup plus longue et un petit peu plus là, critique. Souvent, il va y avoir des codes QR là, qu'on va pouvoir scanner avec notre porte-monnaie électronique pour s'assurer de ne pas faire d'erreur. Donc, je vais recevoir les bitcoins qui vont se stocker dans mon porte-monnaie électronique. Maintenant, tu te posais la question par rapport au stockage, bien, ça amène toute la notion de sécurité et de protection de cet actif-là parce que il n'y a pas d'institution financière en arrière qui est là pour me donner une sécurité ou m'offrir un backup, par exemple, de mes bitcoins. Donc, je pense qu'on l'a vu dans les journaux, on a vu différentes histoires où les gens ont perdu le mot de passe ou ont jeté l'ordinateur sur lequel ils stockaient leur bitcoin. Donc, ça amène une responsabilité aux individus ou aux corporations qui achètent de la crypto-monnaie de stocker de façon sécuritaire leurs clés privées. Donc, souvent, les porte-monnaies électroniques vont nous offrir là, des options d'y aller avec, par exemple, une séquence de 12 ou 24 mots qu'on va devoir écrire, stocker sur papier, surtout pas sur notre ordinateur ou notre téléphone au cas où on se le fait voler. Puis là, ça devient notre rempart ultime, notre backup ultime. Donc, si, par exemple, j'ai un porte-monnaie électronique sur mon téléphone, je perds mon téléphone ou il est brisé, par exemple, donc, je vais réinstaller mon application de porte-monnaie électronique et là, je vais devoir rentrer ces fameux 12 ou 24 ou 18 mots-là que le système m'a donné dans la bonne séquence, écrit de la bonne façon. Et là, je vais être en mesure de recréer la clé privée qui vont finalement me déverrouiller l'accès à ma crypto-monnaie, à mes bitcoins, là, dans le cas qu'on discute. Si je l'oublie,
malheureusement, c'est complété. Donc, on estime actuellement sur le réseau Bitcoin quand même plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de Bitcoins qu'on estime être perdus à tout jamais, que ce soit des histoires qu'on a entendues, mais ces sommes-là ces identifiants-là sont verrouillés sur le réseau. On ne peut plus y avoir accès, mais il n'y a personne qui se rappelle du mot de passe. Donc, c'est vraiment une courbe d'apprentissage. Je pense que c'est important pour les gens qui désirent se familiariser ou acheter de la crypto-monnaie, d'y aller à petits pas, de bien lire les instructions des fabricants de logiciels également, de se renseigner, parler à des amis qui sont experts dans le domaine et donc puis même de faire des tests de récupération. Donc on peut pas dire tout va bien aller. Donc on essaie nous-mêmes de récupérer notre clé privée pour s'assurer là, que nos sommes d'argent sont en sécurité. Pour la vente de Bitcoin, les transactions peuvent se faire de gré à gré. Donc, deux personnes qui disposent d'un porte-monnaie électronique peuvent s'envoyer des Bitcoins. Donc, c'est l'équivalent de s'envoyer un courriel, là, si on veut. Là, je simplifie la chose, mais je vais envoyer le Bitcoin à un ami ou à un membre de la famille sans problème. Donc, la transaction va se faire extrêmement rapidement sur le réseau Bitcoin. Si je me suis trompé, je l'expliquais tout à l'heure, c'est irréversible. Malheureusement, on se trompe. Les sommes, si j'ai fait une faute ou si j'ai pas envoyé les sommes au bon endroit, elles sont perdues à tout jamais. Il existe également des bourses d'échange. Donc, comme on le voit dans le domaine boursier traditionnel, des bourses pour faire la négociation de crypto-monnaies. Donc, les États-Unis sont quand même précurseurs, beaucoup de bourses asiatiques également là, qui offrent la négociation là, de différentes crypto-monnaies. Alors, merci Stéphane, c'est extrêmement intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Pour notre premier balado, on vous reviendra avec la suite, car comme tu dis, Stéphane, il faut y aller à petits pas, mais surtout se renseigner. Alors, nous vous reviendrons avec la suite des informations dans un prochain balado. Entre-temps, merci beaucoup Stéphane, merci chers clients, clientes et partenaires de nous écouter fidèlement, et j'en profite pour vous souhaiter une très belle semaine.